Bon, ça fait 2 semaines que je me tape des films très moyens. Je pense que là, à partir de la semaine prochaine, il va falloir aller voir un bon film. Mais ça, on en parlera la semaine prochaine parce que cette semaine, j'ai vu Kraven le chasseur et il va falloir qu'on en parle. Accepte d'être celui que tu es vraiment. Et tu deviendras une légende. When the man comes around. Donc, Kraven le chasseur, réalisé par J.C. Chandor. C'est voilà, évidemment, film qui s'inscrit dans la continuité du Sonyverse, l'univers cinématographique de Sony, le Spider-Verse sans Spider-Man, uniquement avec des méchants de Spider-Man qu'on suit depuis 2018, si je dis pas de bêtises. Venom c'est le 2018, un truc du genre. Qu'on nous impose depuis 2018, et Kraven le chasseur s'ajoute à cette continuité, et a priori ça va être le dernier film. C'est peut-être la seule bonne nouvelle et la seule qualité de ce film. En vrai, il y en a d'autres, mais ça fait partie des qualités de ce film. C'est le dernier du Sonyverse. On peut applaudir, bravo. Très belle décision de la part de Sony. Enfin, ils arrêtent ils arrêtent avec les... Alors bon, ça veut pas dire qu'ils vont arrêter avec les films dans l'univers de Spider-Man. En tout cas, ils arrêtent avec cet univers. Peut-être qu'ils vont nous préparer autre chose. Peut-être qu'on va regretter cet univers dans quelques années. Peut-être qu'on va dire, finalement, le Cineverse avec Venom et compagnie, c'était pas si mal. On verra de quoi sera fait l'avenir. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, on se concentre sur Kraven le chasseur avec Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe, entre autres, Ariana DeBose, et j'en passe. Donc, rapidement, l'histoire: Kraven le chasseur, fils de Nikolai Kravinov, qui est donc un criminel / chasseur / braconnier, et donc il a deux fils. Il a Sergei Kravinov et Dimitri, qui n'est pas un Kravinov, qui est un fils bâtard, entre guillemets. En tout cas, il ne porte pas le nom de Kravinov. Et donc, on suit ces trois personnages principalement dans toute la durée du film. Sergei Kravinov s'écarte de son père et décide de traquer, de vivre dans la nature déjà pour commencer, de traquer ensuite des criminels, des meurtriers, des chefs de gang, des gens qui gravitent autour de son père principalement. Et son père joué par Russell Crowe, évidemment, et je l'ai pas dit, mais Sergei Kravinov joué par Aaron Taylor Johnson, Kraven le chasseur, concrètement. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Déjà, Aaron Taylor Johnson, c'est un acteur que j'apprécie en général. Là, moyennement, hein, on va pas se cacher. Mais Aaron Taylor Johnson, il a un jeu assez large. Évidemment, il a été découvert par le grand public dans Kick-Ass et Kick-Ass 2, entre autres. Mais on a pu le voir dans Godzilla, on a pu le voir dans Tenet, on a pu le voir dans Bullet Train récemment également. Il a un jeu assez large et un jeu assez juste en général. Sauf que là, je sais pas pourquoi, il a un jeu plat, d'une platitude et d'une neutralité. La seule tête qu'il fait dans le film, c'est ce genre de truc avec les sourcils là. Vraiment, c'est le seul. La seule variante qu'on a de sa tête, avec bien sûr la tête vénère en mode je serre la mâchoire, je suis pas content. C'est tout ce qu'il propose malheureusement en termes de jeu. Vu qu'on est sur les acteurs, Russell Crowe, lui de son côté, il cabotine, pardon, je suis en train de chercher le nom. Il cabotine comme jamais, vraiment, c'est... vraiment, il a pris un accent russe et fin de chantier, c'est tout. Il cabotine pire que dans Thor Love and Thunder, pour vous dire. Donc vraiment, Nikolai Kravinov, c'est vraiment... tu sens que Russell Crowe, il est en roue libre. Tu sens que c'est plus le Russell Crowe des début des années 2000. Hein. C'est là, tu sens que Russell Crowe, il est en mode... fin de carrière, vas-y, je signe des trucs parce que ça me fait de la thune.
Vraiment, pour vous dire, son dernier vrai bon film, c'est The Nice Guys de Shane Black, qui est sorti en 2016, je crois. En tout cas, entre-temps, il a enchaîné les merdes, il a enchaîné... On l'a vu dans La Momie de 2017, évidemment. On l'a vu dans... Alors, si, il y a son rôle dans la Snyder Cut de Justice League, mais c'est un truc à part. On a pu le voir dans Love and Thunder, évidemment, comme je l'ai dit. L'exorciste du Vatican, voilà, un autre film sur l'exorcisme encore, décidément il aime, mais voilà, Russell Crowe, très très mauvais il cabotine comme jamais, on dirait une parodie de lui-même, c'est affligeant, les acteurs sont, globalement les acteurs sont en roue libre, hein. La direction artistique, je crois qu'il était absent, visiblement, les acteurs ont l'air d'être en roue libre. Je peux pas dire autre chose. Le personnage de Calypso, parce que oui, le personnage de Calypso est dans le film, et son seul rôle, c'est de sauver Kraven. Alors dans le comics, évidemment, Kraven et Calypso, c'est plus complexe que ça. Ils sont amants tous les deux. Calypso, dans les comics, c'est une sorcière qui, principalement, comme à tout, l'utilisation de potions, c'est une sorcière vaudou. Là, il n'y a rien de vaudou. Alors, elle a vaguement une connaissance des plantes. Elle utilise un flacon pour donner les pouvoirs à Kraven, mais c'est tout. Elle est désolé de dire ça, mais c'est la potiche en arrière-plan qui, c'est son seul rôle, c'est de sauver Kraven 2 fois. Voilà. Juste, elle le sauve 2 fois dans le film, au début, à la fin. Voilà. Ensuite, on va parler des... Là, plus ça va aller, plus on va s'enfoncer. Ben justement, je vais commencer par le Caméléon. Caméléon, c'est peut-être le seul personnage, avec Kraven évidemment, qui a une construction intéressante, évidemment, parce que ils font partie des personnages principaux. Si suite il y avait, je pense que voilà, ça partait sur le Caméléon en guise d'antagoniste. Donc le Caméléon est bien construit psychologiquement, tu comprends sa détresse, tu comprends son évolution, tu comprends ses choix à la fin du film. L'interprétation du Caméléon ça va, en vrai ça va. Il est très victimisé, mais c'est volontaire dans l'écriture du personnage. Les persos secondaires, autrement, ils sont là. Ils ont le mérite d'être là. Les personnages secondaires, ils ont le mérite d'être là. Ils font acte de présence. Le Rhino, j'avais dit à tous ceux avec qui j'ai parlé du film avant de voir le film, le Rhino, c'est une catastrophe. Déjà, rien que le concept du personnage ok, voilà, déjà le méchant, aucun charisme, enfin parce que c'est l'antagoniste principal, aucun charisme. Quand il est sous forme Rhino, c'est de la CGI dégueulasse. D'ailleurs, les effets spéciaux, on va en parler juste après, parce que les CGI vraiment, ça fait mal aux yeux. Et globalement, tout le reste du casting, voilà, il y a un personnage qui s'appelle l'étranger qui quand je l'ai vu, j'étais en mode pourquoi ? Il est là, il montre qu'il a des facultés un peu étranges, il se fait one shot par Calypso, en plus, il a le mérite d'avoir maîtrisé un peu Kraven le chasseur, mais c'est tout. En soi, il ne sert vraiment à rien du tout, l'étranger. Peut-être pour ça qu'ils lui ont même pas donné de nom, peut-être qu'il s'appelle juste l'étranger parce que... Alors ça fait peut-être ref, j'ai pas fait mes recherches sur ce personnage, ça fait peut-être ref à un personnage connu dans les comics, mais là dans le film il sert absolument à rien, vraiment, il sert vraiment à rien du tout. L'écriture du film est assez basique. Il y a seulement la scène d'introduction que vous pouvez voir sur YouTube, qui est dispo sur YouTube, sur la chaîne de Sony, il me semble, les 8 premières minutes, la scène de l'évasion de Kraven qui est assez bien amenée. Tu comprends les facultés du personnage, tu comprends sa manière de faire, bon, déjà, il y a à partir de cette scène, déjà, tu vois les doublures CGI pour tout ce qui est parcours, alors que, bon, en vrai, il y a 1 millier de cascadeurs qui ont les facultés de faire ce genre de choses, mais ils ont préféré prendre des doublures CGI dégueulasses. C'est un choix et ça fait mal aux yeux dès le début du film, mais autrement, mis à part ça, la scène d'introduction est assez bien amenée, avec en plus ce thème récurrent chanté en russe qui est le thème de Kraven en fait. Quand le personnage est à son paroxysme, c'est ce thème qu'on entend, ou quand il est au plus bas, c'est ce thème qu'on entend mais chanté par sa mère.
Là, l'idée est assez bien amenée, pour le coup. Mais voilà, on parle rapidement de la musique. La musique, hormis ce thème russe, chanté en russe, la musique est inexistante au possible. Elle est vraiment anecdotique. Vraiment, la musique, vous pouvez ne pas mettre de musique dans le film, ça fait tout pareil. Hein, vraiment, la musique n'apporte absolument rien. Encore une fois, hormis ce chant russe. Pour ce qui est de la mise en scène, globalement. Non, déjà, on va parler du scénario, parce que le scénario, c'est pareil, il y a des choses à dire. Le scénario, ils ont été trois scénaristes à bosser dessus. Richard Wenk, Art Markum et Matt Holloway. En sachant que Art Markum et Matt Holloway ont bossé sur de très grands films. Dis donc, ils ont été scénaristes principaux de Uncharted, Men in Black International, Transformers The Last Night. Bon, ils ont été scénaristes du premier Iron Man. C'est peut-être ça qui a motivé Sony à les mettre sur Craven. Parce que les 3 derniers films qu'ils ont scénarisés, du coup, c'est Transformers The Last Night, Men in Black International et Uncharted. Et quand tu vois ça, en tant que studio, tu te dis, ils vont être bien pour Craven 2, je le sens. Et ben en effet, ils ont été bien pour écrire un scénario d'une sobriété pure. Vraiment, le scénario ne tente rien. Alors qu'en vrai, il y avait moyen de faire des choses intéressantes. Avec Craven, il y avait clairement moyen de faire des choses intéressantes. Tu pouvais approfondir la psychologie du personnage, tu pouvais approfondir la cruauté en termes d'actes du personnage. Alors, ceci dit, il y a du sang, attention. Ils ont refusé de mettre du sang dans le film Venom, mais là, par contre, il y a du sang. Bon, du sang, comme ils aiment faire en ce moment, là, ça fait quelques années que c'est comme ça, ça me sort du film à chaque fois, mais c'est du sang en CGI, hein, vraiment, c'est des... tu sens que le sang est rajouté par-dessus. Alors que des effets pratiques seraient tellement plus simples. Non, peut-être pas plus simple, mais plus beau, en tout cas plus réel, plus tangible. Là, tu sens que plusieurs fois, tu dis ah non. Mais bon, il y a du sang, il y a de la violence. Il est R-rated aux États-Unis. Alors c'était mentionné à la production du film, je sais pas si c'était maintenu pour la sortie, mais il a le mérite d'être un peu violent. Sauf voilà, à part ça, malheureusement, le scénario n'apporte, c'est rien. Alors, la construction de Craven, comme je disais, aurait mérité vraiment un approfondissement en termes de psychologie du personnage, mais là vraiment, alors ils expliquent à l'arrache pourquoi il se convertit en chasseur. Tu sens que c'est pour vraiment éliminer toutes ces personnes qui sont comme son père, qui font du mal au monde, qui sont parce que l'homme est la seule créature dangereuse pour Craven, etc. C'est très mal amené. C'est amené très rapidement. Tu sens que ça a été cuté. Tu sens que le film a été vraiment cuté, mais alors pas au ciseau, et vraiment ça a été cuté à la hache, mon gars. C'est il y a des scènes qui vont pas. Autant il y a des scènes qui sont assez bien amenées, assez bien éclairées, assez bien filmées. On va parler du directeur de la photographie justement, qui est Ben Davis. Alors Ben Davis, il faut savoir qu'il a quand même bossé sur des films qui ont une identité visuelle. Les Éternels, Cry Macho de Clint Eastwood, Captain Marvel. Il a été directeur artistique de la photographie sur Les Gardiens de la Galaxie. Des films qui ont de la couleur, des films qui ont un impact visuel. Et là, Craven, c'est fade. C'est fade, la photographie est hyper fade. C'est très gris, c'est très... il y a des scènes qui sont très mal éclairées, je trouve. Il y a vraiment... Alors c'est peut-être pour donner un effet en mode oh là là. Il y a des fois, il y a un moment, il y a un dialogue entre Craven et son père. Il y a une fenêtre avec un putain de soleil qui tape. Ou en tout cas, il fait très jour dehors, du coup. Et ça fait un contre-jour dégueulasse. Tu vois pas les personnages. Tu vois juste... Enfin, peut-être que c'était pour donner un effet de quelque chose, mais non. Ben là, tu sens que l'éclairage était aux fraises, vraiment. Comme je vous l'ai dit, à part la scène d'introduction, vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube, le film est est fade au possible. Cependant,
il est fait peut-être partie des moins pires films du Sonyverse. Hein. Je le mettrais en dessous. Ah, non, en vrai, je suis désolé, j'ai mieux aimé que Venom. C'est peut-être le moins pire. Je le mettrais en haut. Alors, si t'es en haut d'un tas de merde, ça fait pas toi d'un bon film. Mais je le mets en haut, donc du coup, Craven en premier, Venom 1 après. Ouais, après c'est chaud. Venom 2, Morbius, Madame Web, Venom 3, je pense que je dirais dans cet ordre-là. Mais voilà, c'est le moins pire des films du Sonyverse. Seul point positif, comme je l'ai dit, c'est que c'est le dernier déjà. Yes. Non, puis le thème de Craven, le thème principal de Craven avec ce chant russe qui apporte quelque chose à la scène d'introduction, à la scène de fin également. Il y a Aaron Taylor Johnson qui, malgré son jeu d'une platitude, comme je disais, du plat au possible, il essaie de faire quelque chose avec les personnages, il essaye d'apporter... parce que vraiment, je suis désolé, hein, j'aime beaucoup Aaron Taylor Johnson, mais hormis faire cette tête et se balader torse nu, il fait pas grand-chose en termes d'acting. Je suis désolé, vraiment... il y avait moyen d'approfondir cette nuance qu'a Craven dans sa psychologie. Voilà, je le dis 3 fois, mais parce que c'était un point à aborder dans le film, point qu'ils n'ont pas abordé. En fait, tu sens que le réalisateur a voulu tester des choses, mais qu'il n'a pas été au bout. Il n'a pas été au bout de ses idées parce que probablement que Sony derrière est en mode dis donc. Puis les CGI, je répète, hein, les CGI, parce que j'ai parlé que des doublures CGI pour les sauts et compagnie, mais alors, autant il y a certains animaux, ça passe. En fait, le film est inégal. Inégal, que ce soit dans son scénario, que ce soit dans son éclairage, que ce soit dans les jeux d'acteurs, que ce soit dans les CGI, je l'ai déjà dit, je crois. mais il y a la scène de fin, le combat de fin, s'il vous plaît. C'est une purée de CGI, c'est moche. C'est moche au possible. Il y a 0 décor, on est dans la savane. Alors, je veux bien, parce que... on n'est même pas dans la savane parce qu'on est en Sibérie normalement, mais c'est plat, c'est une route plate, il y a que des buffles, il y a des buffles qui tournent autour du combat principal. Le rhino en full CGI tout dégueulasse, alors que pareil, il y avait un truc à faire, il y avait vraiment un truc à faire en mode Craven c'est un chasseur, certes il a des facultés physiques importantes, au lieu d'être un rhino CGI en mode ma force est décuplée aussi, mais je suis dégueulasse, tu fais un rhino un peu similaire à celui de The Amazing Spider-Man 2, c'est-à-dire en armure, vraiment l'homme face à la machine, le chasseur face à la machine. Il y avait un parallèle à faire, il y avait un parallèle intéressant à faire. Là, c'est vraiment le chasseur face à sa proie en full CGI tout dégueulasse. Voilà. Donc, vous l'avez compris, Craven le chasseur, j'ai pas passé un très bon moment devant. Mais c'est le meilleur film du Sonyverse, donc bon, je vais pas me plaindre. Enfin si, mais voilà. Ça se regarde. Une fois sur deux, vraiment, enfin une scène sur deux, vraiment. Les scènes s'enchaînent, il y a des ellipses. Craven voyage beaucoup. Craven voyage énormément. C'est fou à quel point il voyage. Un coup il est en Angleterre, un coup il retourne en Sibérie, un coup il est là, un coup il est au Kenya, un coup il voyage beaucoup. Les scènes de combat, il y a une scène de combat justement au Kenya, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est assez bien amenée dans un ancien monastère où c'est presque du travelling de côté. L'idée était assez bonne, sauf que c'est pas gardé longtemps ce travelling de côté et on retourne sur un truc faussement dynamique et enfin voilà, il y a des bonnes idées mal exploitées, ce qui en fait donc c'est ce qui les transforme indirectement en mauvaises idées plus tard dans le film. Des personnages inutiles au possible, hein, vraiment. L'étranger, par pitié, je sais pas qui a eu l'idée de rajouter ce personnage, mais il sert à rien. Russell Crowe qui est en surjeu, qui est pas en surjeu, mais qui cabotine, quoi, vraiment. Qui joue mal, je suis désolé, il joue mal. Le pire, c'est que j'ai vu en VO. Donc, vraiment, on a dû lui dire, prends un accent russe et parle un peu avec ta gorge. En mode, enfin, tu es un peu étouffé. Et voilà. Et voilà. En vrai, après, vu que c'est un russe, c'est logique, j'allais dire, on dirait un russe bourré.
On dirait que Russell Crowe dans son jeu était full bourré tout le long du film. Mais ouais, vraiment, il y a des gros soucis évidemment. Fallait s'y attendre. Fort heureusement, c'est la fin de cet univers. Connaissant Sony, ils vont pas renoncer au droit de Spider-Man, qui est leur poule aux œufs d'or. Donc, ils vont forcément nous sortir autre chose. Ils vont forcément sortir, je sais pas. Le pire, c'est qu'en fait, ils ont les droits de Spider-Man. Mais dans Spider-Man, il n'y a pas que Spider-Man. Il y a Miles Morales qui est quand même Spider-Man. Il y a Gwen Stacy en Spider-Gwen. Il y a Silco. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle, putain. Attendez, qu'on voit rapidement dans... C'est ça, Silco. Non, c'est pas Silco. Attendez. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais non, mais c'est Arcane. Bref, je sais plus le nom du personnage, mais je vois de qui je parle. Non, C'est non, la... tais-toi. Tais-toi. Oh. Silk. Juste Silk, en fait. C'est Silk, et c'est à ça que je pensais. Il y a Silk, il y a d'autres personnages, il y a Spider-Woman, il y a d'autres personnages à exploiter. Sony, si vous voulez pas lâcher Spider-Man, l'univers de Spider-Man, faites le nécessaire, mais faites pas ça. Déjà, de base, l'idée de faire des films sur les méchants de Spider-Man, c'est une idée assez casse-gueule. On va pas se cacher, c'est de la manière dans la direction dont ils sont partis, la direction qu'ils ont pris, ça allait droit dans un mur, c'était obligé. Quitte à faire un film sur les méchants, fallait assumer le truc au maximum et prendre parti pour les méchants. Et Venom, faire vraiment de Venom un monstre. Craven, vraiment un... Alors, il a aucune pitié pour ses ennemis, par contre, dans le film, hein, vraiment. Mais tu sens que c'est un anti-héros presque gentil. Il a pas cette froideur et cette... qu'a Craven dans les comics ou dans Spider-Man 2 le jeu vidéo. Donc voilà, Craven, c'est mauvais, mais c'est le meilleur des mauvais. Enfin, le meilleur des films de Sony. En tout cas pour ce qui est du Spider-Verse. Voilà pour mon avis rapide sur Craven. Concrètement, si je fais un résumé global, les points positifs, Aaron Taylor Johnson quand même un tout petit peu, le thème principal, le fait que ce soit le dernier film. Sinon après c'est que les points positifs que je vais pas résumer ici. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre argent, n'allez pas voir Craven, ou attendez qu'il sorte en VOD ou en VOD gratuite sur Netflix ou j'en passe, Disney+, peut-être maintenant du coup, non, Sony, non. Attendez. Et Sony, par pitié, faites pas de la merde pour la suite, hein. C'était la critique de Craven, critique très rapide, j'espère que ça vous a plu. Donnez votre avis dans les commentaires, il y a eu de très bons retours pour la guerre d'Aerorim, je suis assez content, il y a des gens qui ont donné leur avis et c'est assez cool, faites pareil ici, dans les commentaires, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle critique cinéma, la semaine prochaine, normalement, Nosferatu, j'espère qu'on passera un bon moment, j'espère, allez, à la semaine prochaine.